Je vous recommande la boutique La Londoloise. C'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de mon Pao Mokonzi. Ozali resta indifférent na bampasi ya baninga na mosika e kanisa fungola motema fungola loboko ndeko salisa Yabiso Ndeko Mbote Tozali Fondation Georgette et Amour. En sigle, Fondation GH. L'amour du prochain, notre objectif. Bolingo ya baninga, nde objectif na biso. Kosalisa, by Baumeli na Bokono, P. Bae bazangi makoki ya komisalisa nde objectif na biso. Na ba hôpitaux, batu bazan a besoin na biso. S'il vous plaît, tosungana. Tozo silisa ba bambongo na biso na ba bar komela masanga, shisha, ba whisky na ba boîte de nuit. Alors que bandeko na biso bazangi 10 000 francs ya pamba pour na rosomba ba kisi. S'il vous plaît, rejoignez-nous pour qu'ensemble allions prêter main forte aux malades. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Contre nous soit dit, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et juridique qu'on a lancé ici à CPL Télévision. Des questions importantes sont mises sur la table. Avec un invité sur le plateau, nous tentons d'en parler. L'actualité dans le pays reste encore dominée par l'état des sièges et la nomination de ces gouverneurs militaires. Qu'est-ce que la loi dit exactement? On en parle. On reviendra également sur la Cour constitutionnelle qui a fait des élections. Certains juristes, et notamment le professeur Mata, a estimé que la loi a été violée. Ou est-ce que la loi a été écorchée dans ce qui a été fait? On reviendra sur la destitution des gouverneurs avec en toile de fond l'affaire Zoé Kabila. D'autres questions d'actualité aussi, notamment la taxe RAM ou encore un tour à la régie des voies aériennes seront mis sur la table. Mon invité est l'habitué de ce plateau, Maître Laurent Onyemba. Maître Onyemba, bonjour. Bonjour, cher ami Perrault. Ça fait toujours plaisir de vous avoir sur ce plateau. Et effectivement, le plaisir est partagé parce que Perrault Loawa, tu fais aujourd'hui partie des meilleurs comment dirais-je, médias de notre pays et que il est des médias où en fait tu y vas par complaisance personnelle ou identitaire. Parce qu'en réalité, toutes les questions qui te posent, c'est des questions soit fouillées, soit fouinées, soit... Et donc, quand on vient chez Perrault, on ne sait pas ce qu'on va dire, mais généralement, la qualité de la réponse ou des réponses naît toujours de l'intelligibilité qu'on met dans la question. Et donc, c'est l'occasion de te féliciter. Tu as reconstitué CPL et pour nous, c'est une grande victoire pour la démocratie congolaise. Merci beaucoup, Maître Laurent Onyemba. Je rappelle aussi qu'on parlera droit parce que vous êtes chercheur en droit. On parlera politique parce que vous êtes ensemble et Kinshasa qui lance d'ailleurs aujourd'hui les fiches d'adhésion, les quinois avec les secrétaires fédérales. Hein. Vous appelez ça comment? La coordination provinciale. Coordination provinciale de Kinshasa avec l'honorable Francis Kalombo. Avec l'honorable Francis Kalombo, Madame Sonia Kamitatou, honorable Daniel Safou. Je salue et demande à tous les quinois et surtout de la circonscription de l'honorable Francis Kalombo de venir adhérer. Les gens nous ont toujours demandé, mais Laurent, comment on fait pour adhérer ensemble? Comment on fait? Je vous dis, la meilleure adresse aujourd'hui pour ceux qui vivent à Kinshasa et dans la circonscription de Funa et de Mongafula, plutôt je demande de venir au siège de l'honorable Francis Kalombo, un aîné qui a un passé assez riche en termes politiques et donc j'estime qu'il donnera le meilleur de lui-même pour la santé des ensembles à Kinshasa et nous attendons les responsabilités futures justement quant à la vision globale des ensembles au niveau national. Maître Laurent Onyemba, mettons le pied dans le plat. L'actualité dans les pays reste dominée quand même par l'état des sièges que le président de la République a lancé. Beaucoup ont dit que
c'était précipité, c'était mal ficelé, c'était fait à la 6-4-2. Vous êtes juriste et vous êtes politique. Première question, est-ce que juridiquement, M. Tshisekedi a fauté en mettant en place l'état de siège? Deuxième question, corollaire à la première, est-ce que vous pensez que c'est la solution qu'il fallait prendre à l'heure actuelle? Bon, je voulais d'abord donner la précision par rapport à la différence, parce que j'ai entendu dans l'opinion les gens spéculer sur l'état de siège et l'état d'urgence avant de donner ma lecture politique. La première chose, c'est que l'état de siège, au regard de ce que j'ai pu trouver dans mes notes, est issu de loi du 9 août 1889 et du 3 avril 1878. Ces dispositions ont inspiré celles de l'état d'urgence. Article 36 de la Constitution, l'état de siège est déclaré. On est en droit comparé. L'état de siège est décrété en Conseil des ministres. Sa prorogation au-delà de 12 jours ne peut être autorisée que par le Parlement. L'armée prévaut sur la police et les tribunaux militaires ont des compétences étendues. Contrairement à l'article 16, là on est en France, qui donne plein pouvoir au chef de l'État, la prolongation de l'état de siège doit être validée par le Parlement. Contrairement à l'état d'urgence, on est toujours en droit comparé, l'état d'urgence, la différence entre l'état de siège et l'état d'urgence est les degrés d'intériorité du second qui confère aux autorités civiles et non militaires des pouvoirs exceptionnels. Ok? Les pouvoirs de police sont étendus. Créés lors et pour la guerre d'Algérie, ça c'est toujours un exemple qu'on donne, la législation d'exception est destinée à assurer le maintien de l'ordre public et de prévenir, si vous voulez, des nouveaux attentats terroristes. On a donné l'exemple de l'Algérie. Moi je me dis que, parce que les gens ont toujours tendance à confondre la notion de l'état d'urgence et la notion de l'état de siège. L'état d'urgence naît justement d'une question précise, mais qui entame les fondamentaux d'une nation. Mais que les autorités civiles, sont toujours en place, mais que les libertés publiques, parce que la Constitution, comme le cas du Congo, la Constitution congolaise consacre bien sûr les libertés et droits fondamentaux. Mais au cas où il y a une question qui touche à la sûreté de l'État, à la sûreté publique, il est prévu des mécanismes justement de diminuer ces droits et libertés fondamentaux et renforcer les autorités en vue de restriction de ces libertés. C'est comme ça qu'en son temps, quand il y a eu la coupure d'Internet sur base de l'article 1er de la Constitution, j'avais dit qu'on ne peut pas faire allusion à l'article 1er de la Constitution qui dit que la vie humaine est sacrée, comme si il n'y a pas de disposition constitutionnelle qui exige qu'on puisse rétrécir les libertés publiques pour cause de sécurité publique. Mais quant à l'état de siège, quand on est en face d'une question atypique comme la guérilla qu'on nous impose à l'Est, c'est en fait le remplacement de l'administration civile ou classique par l'administration militaire. Ici, ça ne veut pas dire qu'on donne un chèque à blanc aux autorités militaires qui vont gouverner à l'administration pour violer les droits et libertés fondamentaux, mais uniquement on renforce cette action. J'ai vu des gens poser des questions sur le fait que sous l'état de siège à l'Est, est-ce que même les mariages qui sont célébrés sont sous la coupe de mariages militaires ou mariages civils? Ça, soit de l'ignorance, soit de la mauvaise foi. En fait, ici, c'est du point de vue opérationnel, du point de vue fonctionnel de l'administration pour répondre à une question X. Mais alors, si vous voulez mon interprétation et mon commentaire personnel, je salue ici la décision de Félix Tshisekedi Wamulumba. Les Congolais, nous sommes plaints énormément. On a eu des déclarations politiques à dire, et moi-même je l'ai dit, que monsieur le Président, qu'attendez-vous pour déclarer l'état de siège au Kivu? Nos frères sont en train de mourir. Nos frères sont en train de disparaître. On est en train de décapiter les gens. Est-ce qu'on peut accepter que les Congolais meurent à ce niveau sans que les souverains primaires, les magistrats suprêmes, le premier de nous tous, puissent lever l'option de mettre des dispositions pour protéger ces Congolais? Et les gens vont à la critique. Tu sais, on a dit la critique est aisée, mais l'art est difficile. La dialectique scientifique voudrait qu'à chaque moment que vous critiquez, que vous donniez des propositions. Moi, je dis que l'état de siège est la situation juridique la plus soutenue
dans le contexte congolo-congolais, qui voudrait que les gens qui nous proposent une guerre atypique, aujourd'hui assermentés sous la coupe des djihadistes, et hier c'était des mouvements terroristes, peut-être estampillés ADF ou bien les forces de libération du Rwanda. Aujourd'hui, on a compris qu'il n'y a plus d'indicateurs qui puissent aujourd'hui donner un contenu à notre armée pour aller de l'avant. C'est une décision qu'il fallait prendre. C'est une décision. Parce qu'il y en a qui disent qu'il a pris ça à la 642, à la aussi bien juridique que politique, la décision vaut tout son pesant d'or parce que personne, il n'y a aucun juriste sérieux qui puisse démontrer que les contextes qui sous-tendent justement la proclamation de l'état de siège dans les deux provinces aujourd'hui ensanglanté par les forces négatives, viole une quelconque disposition. Du point de vue politique, c'est tout ce qu'on attendait. Je l'ai dit sur ce plateau, parce que les gens aiment toujours les interprétations en disant que le président public ne peut pas trouver des réponses dans le fait que Kabila n'a pas pu faire pour l'inaction qui va se poser. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi a entendu notre coup d'alerte, il a répondu à notre volonté de vouloir instaurer une administration militaire et d'arrêter tant soit peu la situation sécuritaire à l'Est. Nous ne pouvons que les saluer, quitte à quiconque. Tu sais, on dit le Congolais aime assez facilement la critique et finalement, quelqu'un même dit, je crois que c'est le président américain, si je m'abuse, John Kennedy, qui a dit, si vous voulez un jour contrôler un peuple, prenez les meilleurs d'entre eux, avec les décisions qu'ils vont prendre, vous les enfermez et vous donnez des machettes aux médiocres. Les médiocres eux-mêmes vont s'occuper des meilleurs et vous contrôlez un peuple. Aujourd'hui, décolorer des situations politiques, vous quittez le firmament des horizons des uns et des autres au travers des intérêts qui se dessinent quant à l'action politique. La décision de Félix Tshisekedi est une décision qu'il faut saluer. Mais quand Martin Fayulu nous dit qu'il fallait lever un certain nombre de préalables, on ne nous dit pas qui est cet ennemi-là, on ne nous dit pas les forces. Vous avez lu le tout dernier communiqué. On fait de la politique politicienne. Vous attendez Martin Fayulu un miracle, vous vous trompez. Je vous respecte énormément, cher ami Pierre Louava. Vous attendez Martin Fayulu un miracle. Martin Fayulu n'a dit qu'il quittait. En toute logique, il quittait le cadre classique des institutions pour se proposer en une sorte, qu'est-ce qu'il a appelé ça non, il quittait l'opposition républicaine pour faire la résistance. Donc, quelqu'un qui fait la résistance est dans une dimension atypique. Et Martin Fayulu n'est pas différent des djihadistes. Pas que les djihadistes sont dans une guerre atypique, non conventionnelle. Et donc, si vous pensez... c'est un djihadiste. Et d'ailleurs... Martin Fayulu, c'est un djihadiste. Non, mais je dis ceci. Le djihadisme au sens coloré, c'est-à-dire c'est une image en français, tu sais, la beauté du français, loge en fait dans la nuance. Et on l'a déjà dit, dans un pays, il n'y a que deux canaux ou deux passerelles. Soit on est au pouvoir, soit on est dans l'opposition. En dehors, bien sûr, du cadre qui sous-tend par exemple de l'Union sacrée, qui est en fait un appel qui a été lancé par le chef de l'État, qui ne colore pas les gens qui adhèrent. Et c'est dans ce sens que vous voyez aujourd'hui Moïse Katumbi, au même moment qu'il est coordinateur de la Mouka, mais que les députés qui répondent de lui sont au niveau de la majorité parlementaire. Parce que nous sommes, je l'ai toujours dit, les gens ne connaissent pas les droits parlementaires, que la coalition actuelle qui est au gouvernement est une coalition parlementaire qui a dégagé un gouvernement né de la volonté du chef d'État à dessiner l'Union sacrée. Et donc, n'attendez rien de Martin Fayulu, mais par-delà toutes les considérations, est-ce que la situation politique dans laquelle nous sommes, Martin Fayulu a demandé combien de fois que les Congolais marchent pour soutenir nos frères de Kivu, nos frères de Beni, nos frères de Djougou. Et même si on ne veut pas de Félix Tshisekedi, même si on ne veut pas de sa tête, même si on ne veut pas de son stylo, est-ce qu'à partir du moment où le président de la République, dessiné comme tel, lève l'option pour nommer une administration militaire en vue de protéger même une vie, pas une Katumbi, Moïse Katumbi l'a si bien dit, à partir du moment où on a mis sur pied le gouvernement de l'Union nationale, plutôt le gouvernement de l'Union sacrée, une seule vie fauchée est un échec. Et donc c'est un engagement commun que nous devons prendre. Est-ce que c'est en ce moment que nous devons faire appel à nos égaux, faire appel à nos positionnements politiques pour répondre à ceux qui pensent que la question congolaise se traite dans la tribu? Non, non. Martin Fayulu devrait se taire. Devrait se taire parce que la situation dans laquelle Félix Tshisekedi met notre pays ou met les deux provinces qui sont aujourd'hui entamées par la guérilla d'une guerre atypique, ce ne sont pas ses sœurs, pas ses femmes, pas ses enfants, ce sont des Congolais. Et donc, à un moment donné, pour répondre à la question de la protection des Congolais, on n'a pas besoin de posture politicienne. C'est une honte pour Martin Fayulu
Je suis même heureux que Adolphe Mouzitou n'ait pas pris cette tangente parce que Mouzitou est quand même un ancien premier ministre. Non, ils ont signé les communiqués ensemble. Ils ont signé les communiqués ensemble. Non, écoutez, tu sais, je vous donne l'exemple de la Cour constitutionnelle. À chaque moment qu'on prononce une décision, ok, il y a toujours cette possibilité que la loi laisse à celui qui n'a pas participé à cette orientation qu'on a donnée à un arrêt de publier l'opinion décidante. Et vous met au défi si Adolphe Mouzitou était du même point de vue que Martin Fayulu, il aurait publié l'opinion dissidente. Mais comme c'est le communiqué de Lamouka, Martin Fayulu et Mouzitou, on le laisse, mais nous savons que le vrai Lamouka, aujourd'hui, est opérationnel et les questions fondamentales sont en train d'être entamées. C'est pour ça que Moïse Katumbi a reçu plusieurs ambassadeurs pour discuter de la question de l'Est comme les coordinateurs de la Mouka. Je ne rentre pas dans ces débats de la Mouka. Je referme ces chapitres de l'état des sièges avec la nomination de ces gouverneurs militaires. Mais s'il est vrai que M. Tshisekedi a donc le droit de lancer l'état des sièges, mais Laurent Onyemba, le problème se pose au niveau des animateurs de cet état des sièges. Tshisekedi a nommé dans la province du Nord Kivu un ancien rebelle RCD et dans la province de l'Ituri un ancien rebelle du MLC. Ce matin encore, quand vous suivez les médias internationaux, Human Rights Watch a publié un communiqué dans lequel il ne s'expliquait pas. Il estime qu'en nommant ces hommes-là, M. Tshisekedi venait encore une fois de plus d'éprouver et de donner un chèque à blanc à l'impunité. Si on doit les soutenir dans l'état des sièges, Laurent Onyemba, vous qui êtes de l'Union sacrée, vous n'allez pas nous dire que des militaires intègres, que des militaires formés, des généraux intègres qui n'ont pas fait la rébellion, sur qui ne pèsent pas des soupçons de violation des droits de l'homme, manquent au sein des FARDC. Pourquoi ces hommes? Je mets une parenthèse sur la question d'appartenir ou non à l'Union sacrée. Vous connaissez mon opinion. Quand j'avais émis des réserves sur le fait que Moïse Katumbi devait quitter l'Union sacrée pour nous permettre d'organiser notre parti. Vous n'êtes pas de l'Union sacrée, vous? Je dis ceci, je mets une parenthèse. C'est-à-dire? Face à une question qui touche à la vie d'une nation, on n'a pas besoin de couleurs politiques. Et je m'exprime ici comme Laurent Onyemba, ok? Je n'ai pas Laurent, vous n'êtes pas de l'Union sacrée. Je dis ceci. On vous regarde à la maison. Je dis ceci. Laurent Onyemba, vous n'êtes pas dans l'Union sacrée. Je dis ceci. Quand on a besoin de parler nation, les postures politiciennes, c'est un recul. Je n'ai pas besoin de me réclamer l'Union sacrée. J'estime que, jusqu'à preuve du contraire, la charte qui doit organiser l'Union sacrée n'est pas encore là. Et je suis heureux qu'aujourd'hui, la classe politique de l'Union sacrée ait entendu mon message en disant il n'y a aucune structure qui puisse exister dans notre pays qui n'ait pas un cadre juridique. Jusqu'à la preuve du contraire, l'Union sacrée n'a pas encore eu un corps. L'Union sacrée ne peut pas être en justice parce que l'Union sacrée n'a pas une personnalité morale. J'attends que les animateurs de l'Union sacrée donnent un corps à cette idée qui est née de la tête du président. Et vous connaissez mon opinion sur la question. Maintenant, je vous laisse le choix. Je sais votre opinion. Je vous laisse le choix. Je sais que vous avez demandé à Katumbi de quitter l'Union sacrée. Je vous laisse le choix. Je sais que vous avez dit à Katumbi de faire attention parce qu'il participe, il assumera le bilan catastrophique de M. Tshisekedi. Écoutez, je sais que vous avez dit que les institutions étaient animées par des incompétents. Tout ça, c'est vous, ça on le sait. Je n'ai pas envie de refaire l'histoire là-dessus. Passons. Je dis ceci, si à votre fracture intellectuelle, vous tombez dans les pieds des Congolais lambda qui pensent que quand on parle des institutions, okay, vous confondez la personne du président à l'institution président de la République et vous confondez l'institution président de la République à l'action individuelle du président, je vous laisse le choix de dire que je n'ai pas de Félix Tshisekedi. Moi, je n'ai pas cité Félix Tshisekedi. Je suis à l'aise. J'ai dit que vous avez dit que les institutions étaient incompétentes. Vous posez des questions. Monsieur Louava, vous posez des questions. Vous entendez des réponses. Non, mais parce que là, nous ne sommes pas des collibateurs. Non. Nous ne sommes pas des collibateurs. J'ai précisément pensé. Je précise tout simplement. Vous avez dit qu'entre nous soit dit. Allez-y. C'est ça l'émission. Ok. Sinon, l'émission, la télévision, vous avez appelé votre télévision Perrault Louava Télévision. Je peux vous faire la même remarque en disant comment une plume aussi éloquente a pu identifier toute une institution comme CPL en son nom. Mais si vous mourrez aujourd'hui, ces gens ne peuvent pas continuer sans vous. Et donc, les réponses sont dans tous les sens. Non, j'ai changé. C'est Congo pour la liberté. Non. Congo pour la liberté. Ce n'est pas différent de Roger Lumba à la télévision. Ce n'est pas différent de Roger Lumba à la télévision. Ce qui est plus important, c'est de dire, quand on parle nation, quand on parle Congo, quand on est républicain, ce n'est pas les petits Onyemba qui comptent. Ok? Et je suis rassuré que les petits Laurent qui suivent à partir des bandales dans votre télévision ne comptent pas autant que des milliers de vies fauchées du fait de l'inaction de notre gouvernance. Et donc, si vous... C'est ça l'incompétence. Attendez, si vous pensez que l'inaction est en fait la réponse à ce que vous appelez incompétence, parce que le mot
loge dans les nuances, et les nuances logent dans les mots, je vous laisse le choix. Mais je vous dis que si dans une situation X ou Y, j'ai demandé à Moïse Katumbi, comme un sociétaire, écoutez, ensemble en disant que les cartes ne sont pas claires, je suppose que nous pouvons nous focaliser sur notre parti qui est ensemble, dont je suis le cofondateur et peut-être demain un des animateurs des structures, nous pouvons quitter tout en soutenant, vous en mettez ce qui est le côté le plus élégant de mon discours, c'est qu'en disant nous quittons le gouvernement ou bien ce projet de gouvernement et que nous soutenons l'action du président de la République parce que nous sommes républicains au niveau parlementaire, vous en mettez ça sciemment et je comprends que vous le faites peut-être pas de mauvaise foi, mais dans un style journalistique qui est mais avec les reculs, vous regrettez ou vous persistez? Je ne regrette rien. Même aujourd'hui, vous appelez toujours Katumbi à quitter l'ensemble. Non, je dis ceci. Aujourd'hui, je ne regrette rien. Bon, aujourd'hui, est-ce que le discours a évolué? C'est une demande conjoncturelle. Est-ce que le discours a évolué là? S'il te plaît, Président, vous posez 50 questions, c'est une même bouche qui doit vous répondre. Ok. Je dis ceci. Vous avez ramené le discours dans un débat dépassé. Ok, au regard des indicateurs qui étaient en face de moi, j'ai demandé à Moïse Katumbi que si le gouvernement ne sortait pas dans les 2 semaines, que nous quittions l'Union sacrée pour ne pas endosser la responsabilité. Okay. Le gouvernement était sorti au 8e jour. Est-ce que intelligemment on peut revenir sur la discussion? Donc les réponses ont changé. Vous parlez du bilan, parce que j'ai fait une parenthèse comme vous. Je vous dis que Moïse Katumbi n'a pas fabriqué des ministres. Il ne va pas fabriquer des mandataires. Moïse Katumbi a donné des gens qui ont été élus sous les structures politiques qui sont sous son encadrement et ces gens sont au service de la République. Les ministres qui sont partis, qui sont des intelligences rares, Christophe Lutundula, Chéribin Okende, Christian Mwando, Moïndo Nzangi, Modeste Moutinga ne sont pas des Congolais qui sont dans la poste de Moïse Katumbi. Quand on rentre dans un gouvernement, on applique la politique qui est en fait mise sur pied par les chefs de l'État. Alors, c'est une réflexion attardée scientifiquement que de croire que Moïse Katumbi de Lubumbashi, où il est dans sa ferme, ou bien de Kachobwe, où il vit avec ses grands-parents, va venir répondre de la politique ou bien du bilan de Félix Tshisekedi. Ça, c'est des gens qui ont des arriérés politiques ou même scientifiques. La politique qui est mise sur pied est une politique du président de la République. C'est le président qui sera comptable devant le peuple en 2023. Moïse Katumbi n'aura participer justement qu'à donner des matières au président pour le soutenir parce que nous sommes républicains. Revenons sur ma question. À la question des rebelles nommés à la tête. Des rebelles nommés à la tête. Human Rights Watch, qui est une institution que je remercie, que je salue énormément et que je respecte. Mais au même moment qu'on tue nos Congolais, on n'a jamais vu un papier de Human Rights Watch pour nous dire que ceux qui tuent les Congolais, c'était les structures. Ils ont tous les renseignements du monde pour ne fût-ce que désigner des gens qui nous tuent. Alors, laissez-nous faire notre politique. C'est cela aussi un État souverain. Les chefs de l'État, c'est les premiers de nous tous. Nous ne pouvons pas accepter qu'une structure soit telle Human Rights Watch qui met une politique dont on connaît les contours parce que c'est une politique des institutions qui les nourrissent au jour le jour. C'est Amnesty International, c'est Human Rights Watch. On connaît, nous sommes tous des gens boursés à la scientificité de ce qu'ils font comme action. S'ils veulent que le chef d'État puisse aujourd'hui en 2 ans créer des caporaux qui vont transformer en généraux pour les nommer comme gouverneurs, qui nous donnent le bâton magique. Nous pensons que Alonga Boni, c'est un Congolais, et tous ceux qui ont été nommés, est-ce qu'ils ont entendu parler de ce cadre qui est né au terme comment on a appelé ça en Afrique du Sud, dialogue inter-congolais, et qui a eu mixage des militaires. Et ces militaires servent sous le drapeau. Félix Tshisekedi ne va pas aujourd'hui créer Laurent Onyemba général, Pero Luaba colonel pour nous nommer gouverneur en vue d'arrêter cette effusion de sang de nos compatriotes. Donc, je ne vois pas, ce discours est un discours vide. Si on nommait Baramoto, il y aurait toujours un discours. Si Mayele pouvait ressusciter de sa tombe, on le nomme, il y aurait toujours un discours. Mais nous avons, l'homme normal, la plus belle femme du monde ne donne que ce qu'elle a. Donc, le fait qu'on ait accepté, qu'on ait un accord global inclusif, okay, qu'il n'y a pas de mixage des militaires et qu'aujourd'hui tous servent sur les drapeaux, je veux bien que quelqu'un me dise, mais tous ceux qui sont à Human Rights Watch, si on leur pose la question, mais vous avez divorcé hier, vous êtes marié aujourd'hui, un seul pourrait vous répondre. Donc, le plus important, c'est que les Congolais ont pris les devants en disant, on ne peut plus accepter. Nous nous plaignons ici, Pérou,
Et j'étais suivi personnellement parler de l'état des sièges, saluer la décision du président. Et c'est ça votre rôle, votre travail comme journaliste. Si les autres viennent nous donner des leçons, il faut qu'on leur pose la question. Qu'est-ce que vous nous proposez à la place? Félix Tshisekedi n'a pas de bâton magique. Félix Tshisekedi n'a pas de moyens. Tu connais combien de gens prennent des engagements au Parlement pour les appuis budgétaires? Combien répondre? On a parlé de la gratuité de l'enseignement. Tu connais combien de gens ont souscrit? Plus de 3 milliards. Il n'y a que l'ingéniosité de Cyril Yalagouli qui a fait que là-bas des autres partenaires puissent participer à plus ou moins 1 milliard. Qui ont été bloqués par les rapports tumultueux que vous connaissez dans notre pays. Tout le monde attache une portion de pouvoir. Il veut montrer qu'il est un fonctionnaire extraordinaire. On entame la politique du président dans le domaine de la gratuité uniquement parce que quelqu'un veut qu'un ministre tel parte en prison. Et pour ça, j'ai fait une parenthèse en 2 secondes. Les ministres qui sont de l'Union sacrée aujourd'hui, vous êtes responsabilisés par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il ne vous a pas demandé d'inviter l'IGF à auditer vos prédécesseurs. Ce n'est pas éthique et moral. Votre bilan ne sera pas un bilan qui va être tablé sur le fait que vous avez invité l'IGF à auditer la gestion de votre prédécesseur. C'est au niveau de l'intelligence que vous allez mettre dans l'action, à proposer des réformes, à capitaliser l'argent au service de la politique pour le bien-être du peuple. Arrêtez les incantations. J'ai honte. J'ai honte de voir certains comment ils sont en train de tournoyer les pouces. Moi, j'ai aimé, par exemple, au niveau du transport avec Chéribin Okende, au niveau de la communication avec Patrick Mouyaya, au niveau des affaires étrangères avec Christophe Lutundula, okay? Au niveau de l'EPST avec Tony Mwaba. Vous sentez qu'il y a l'impulsion. Mais Tony Mwaba a invité l'IGF aussi. Non, mais si Tony Mwaba a invité l'IGF, je ne suis pas au courant. Si, il a invité l'IGF. Oui. À auditer notamment Éduc, tralala, voilà. Alors, mon cher confrère, Excellence M. Tony Mwaba, vous êtes un professeur d'université dont l'expertise est une expertise avérée. Vous n'avez pas besoin d'aller auditer Éduc TV. Il faut peut-être, dans ces pays, Éduc TV est un petit média qui a été créé par mon grand frère, qui est passé par ce ministère de façon emblématique, l'honorable Moussemena. Mais commencez par auditer la TNC. La TNC a vocation d'avoir 1000 agents. La TNC aujourd'hui a plus de 5000 agents. Pourquoi on ne commence pas par là? Ne faut pas. Je sais que vous avez de l'expertise avérée pour soutenir ce projet de chef de l'État. Quittez ces histoires. On parle de l'IGF, on sait que c'est votre bête noire, ça passera pas. Laissez-moi poser mes questions. On sait que l'IGF est votre bête noire. La plupart des gens que vous défendez sont dans la ligne dans les visions de l'IGF. Je suis très heureux. Je suis très heureux. Non, rassurez-vous qu'aujourd'hui, vous ne sortirez jamais un mot que je ne rencontrerai pas. Moi, je ne peux pas en vouloir à l'IGF. C'est un parent, je vous l'ai rappelé sur ce plateau. Mais j'estime que le travail d'un haut fonctionnaire, je le dis en un mot, ce n'est pas un travail de fait du sensationnel. C'est un travail qui doit rester dans le cadre légal. Quand on est un haut cadre à ce niveau-là, et puis vous représentez les chefs de l'État, vous relevez les chefs de l'État, vous ne pouvez pas faire de votre travail des incantations en citant le nom des gens gratuitement. Willy Bakonga, je ne le soutiens pas par rapport à ce que Willy Bakonga a pu faire. Je n'en connais pas grand-chose. Mais Willy Bakonga a été intercepté à Brazzaville. Les gens ont avancé des montants. 2 millions d'euros. Je retiens qu'il y a eu un communiqué de l'ambassadeur du Congo à Brazzaville qui a parlé du montant. À la Cour de cassation, on a présenté 30 000 $. Mais Willy Bakonga son sort a été dicté justement par cette clameur publique. Je demande seulement à l'IGF de ne pas se livrer à ça. Il fait un bon travail parce que participer justement à la politique du président, c'est lui donner les moyens. Et pour donner les moyens, c'est arrêter l'érosion financière, arrêter le coulage des recettes, mais il doit le faire dans un cadre précis. Je ne voulais pas en parler, même. Bon, donc je ne suis pas contre l'IGF. Parce qu'on est sur ce terrain de l'IGF. Puisqu'on est sur ce terrain de l'IGF. Aujourd'hui, vous le savez, Laurent Onyema, que Matata Pogno doit répondre devant les cours des tribunaux. Le procureur, après la Cour de cassation, a écrit pour la levée des immunités de Matata Pogno. C'est un homme que vous avez toujours défendu ici. Finalement, si le procureur en arrive à ce niveau-là, c'est qu'il a des indices sérieux de culpabilité de M. Matata. Il voudrait bien l'entendre et le poursuivre. Donc, l'IGF n'avait pas vu faux, M. Laurent Onyema. Je soutiens tes études en droit, je sais que tu commences à faire le droit pour les droits. Mais que quand tu vas continuer avec les études en droit, tu vas arriver à un moment donné où tu vas étudier un cours, ce qui est un cours option,
la preuve en droit congolais. Ok? La nature de la preuve. Il est quand même classique. Toute personne à ce niveau, on n'a pas dit que Matata est sous mandat d'arrêt provisoire, que Matata est condamné. Je n'ai pas dit ça moi non plus. Ok? L'IGF a estimé que dans le projet de Bukangalonzo, ok, il y a eu des malversations financières. 205 millions de dollars. Bien. Sur le 285. Très bien. Matata n'a utilisé que 80 millions. Et l'IGF a présenté le dossier. Comme un Congolais normal, si tu soutiens le fait qu'un fonctionnaire comme l'IGF dise qu'on a détourné l'argent du trésor public et que tu soutiens les contraires, c'est que tu n'es pas républicain, tu es malade. Nous sommes d'accord avec l'IGF pour que quiconque a utilisé l'argent de l'État ramène cet argent. Et c'est uniquement dans cette politique que nous allons voir que les méthodes ont changé, les hommes ont changé. Maintenant... Vous l'avez attaqué ici dans les dossiers Matata. Attendez, cher ami. Sur ce plateau-là où vous êtes assis. Attendez. J'ai l'impression que vous êtes organisé pour ne pas entendre ce que ok, allons-y. Je ne dis plus rien. Si l'IGF qui est au centre, au cœur du service de l'État, qui est censé auditer partout où une goutte de l'argent du trésor public arrive à nous démontrer qu'au travers d'un rapport, dans tel projet, il y a eu malversation financière. Ok? Nous devons connaître la nature de l'IGF, la nature de ces rapports, les rapports entre les rapports qui sont émis par l'IGF et les parquets. Mais à partir du moment où l'IGF présente son rapport au chef de l'État, parce que le destinateur principal de ces rapports, c'est le chef de l'État. Il naît en fait dans cette dimension, une dimension politique. Parce que c'est le chef d'État qui doit décider de la priorité à accorder à X ou Y dossier. Le chef d'État doit savoir, revenir au Conseil des ministres, instruire le ministre de la Justice. Celui-ci doit donner injonction au procureur général relevant de la compétence de la personne qui est incriminée pour qu'on démarre les enquêtes. On ne connaît pas si c'est un registre d'information, c'est un registre du ministère public pour dire que les faits sont patents et sont établis. Et donc, communiquer sur le fait que Matata, on a fait la demande de Matata, de lever les immunités de Matata, c'est en fait mettre la charrue avant les bœufs. Il faut que nous attendions que Matata, parce que les faits qu'on lui reproche relèvent de ses fonctions de Premier ministre, ça signifie que son juge naturel, comme ancien Premier ministre, comme chef d'État, comme la loi le dit, c'est la Cour constitutionnelle. Et donc, je sais que le procureur général pour la Cour constitutionnelle a fait cette demande en déposant un réquisitoire auprès de sa chambre pour qu'on lève les immunités. Il faut d'abord au niveau parlementaire que Matata puisse donner ses moyens de défense, que les sénateurs puissent, à la majorité, décider qu'on lève les immunités. Matata va donc venir devant son juge naturel. Il faut encore une autre démarche, parce que quand on lève les immunités, il faut une démarche pour les charger, pour les citer devant la Cour constitutionnelle. Il faut que la Cour constitutionnelle puisse se prononcer, qui condamne Matata ou pas. Maintenant, la plus grande question, le plus grand questionnement, c'est de montrer le lien entre le Premier ministre qui donne l'impulsion, qui est le patron de l'action gouvernementale, et Bukangalonzo. Il faut passer par le ministre de l'Agriculture, il faut connaître la nature juridique de Bukangalonzo, il faut qu'on nous dise que 1 million de dollars est parti du compte du trésor public, affecté à telle banque, de telle banque, au compte de la fille de Matata Ponyo, de compte de la fille de Matata Ponyo à Matata Ponyo. Il faut montrer la colonne vertébrale du point de vue de la responsabilité juridique. Et donc, je n'ai pas dit que je vais récuser Matata par rapport à ce que je l'ai soutenu. J'ai toujours été droit dans mes bottes quand je soutiens des valeurs. Pour moi, Matata nous a imprimé une gestion basée sur les valeurs, en nous construisant des passerelles vers ce que nous sommes comme un peuple au travers l'université Mapon. J'ai vu des fossoyeurs dire l'unique Congolais qui a planté le maïs a récolté l'université. On connaît dans ces pays, il y a des brigades internautes qui sont payées au jour le jour uniquement pour saper l'honneur de... Mais comme Matata lui-même parle d'une justice politiquement instrumentalisée, vous dites quoi? Il a dit qu'il viendra, mais il s'est déjà attaqué. Il dit que c'est une justice politiquement instrumentalisée. Je ne suis pas porte-parole de Matata. Je soutiens l'homme et sa mission des valeurs. Parce que la vraie famille, c'est la famille des valeurs. Tu sais combien de gens ont besoin de m'entendre ce matin ou bien de m'accorder une interview et je ne sais même pas répondre à ces invitations. Pourquoi je viens chez toi? Parce que j'ai la garantie que tu me poses de bonnes questions, j'ai la garantie de participer tant soit peu au débat national et que de ce débat va naître tant soit peu une orientation vers les décisions que les décideurs prennent. Tolérer la tautologie. Et donc, j'estime pour moi que même en prison,
Si vous me demandez de dire Félix Tshisekedi est un criminel, je ne le dirai pas. Si vous me posez la question, comme je le disais tout à l'heure, mon orientation et mon entendement, ou mon commentaire quant à l'union, plutôt comment on appelle ça, l'état de siège, je vais préférer aller dormir à Makala que de changer de discours pour dire que Tshisekedi n'aurait pas dû imposer l'état de siège au regard de ceci ou de cela. Donc, la vraie famille, c'est de valeurs, et aussi la dimension intellectuelle exige que, à chaque moment que vous êtes devant des faits, restez constant. Donc, je n'ai que faire de la portée de Matata Ponyo. Nous attendons qu'il y ait une décision définitive. Malheureusement, les privilèges de juridiction sont aussi une sorte d'entorse au double degré de juridiction qui font que Matata Ponyo, s'il est jugé, sera jugé en dernier et premier sort. Mais j'estime que, connaissant aujourd'hui la composition de la Cour constitutionnelle, connaissant aujourd'hui l'expertise des juges qui sont affectés à la Cour constitutionnelle et regardant les passerelles qu'il y a entre le juge de la Cour constitutionnelle et le dossier de Matata Ponyo, je suis confiant. Mais ce sera l'état de droit, c'est-à-dire qu'il n'y a personne qui sort du tout de la loi. Même Kabila, si demain on le convoque, il va venir se justifier. Et donc rassurez-vous que Laurent Onyimba, je n'ai pas changé, je suis resté droit dans mes bottes quant à l'orientation et quant à mes propos. Laurent Onyimba, parlons justement de la composition de cette cour que vous saluez ici, avec votre maire, votre mentor, Dieudonné Kalouba, qui a donc été élu président. Vous vantez la composition d'une cour où il y a des compétences, ça personne ne peut le refuser. Mais un autre éminent professeur, le professeur Mata, nous a dit que l'élection et la composition de cette cour-là étaient illégales, c'était fait en violation de la loi. Vous êtes juriste, est-ce que vous allez dans le sens du professeur Mata? Je suis rassuré que vous le citez mal. J'ai la garantie que vous le citez mal. Le professeur Mbata n'a jamais dit que la composition de la cour violait une quelconque disposition. Le professeur Mbata, le débat se faisait au niveau de l'article 100, si je m'abuse, 158 de la Constitution, ok, autour de mode de remplacement de juge à la Cour constitutionnelle. Tout juriste, même toi qui commences tes études de droit, tu es obligé de savoir que les juges sont en neuf à la Cour constitutionnelle. Et l'intelligibilité de cette disposition voudrait que celui qui installe la Cour constitutionnelle ne soit pas celui, quand il part, qu'il laisse les juges en train de faire le travail, parce que le deuxième président qui arrive va subir des juges que lui n'a pas installés, et donc il instaure comme ça une possibilité de contrôle. Aujourd'hui, au-delà de l'état de droit, il y a une forme qui est en fait l'objet de ma thèse, qui a été dans les pionniers au Congo, c'est le professeur Jean-Marie Mboko que je salue, qu'on appelle l'état de droit constitutionnel. Ça veut dire qu'on est allé au-delà du fait que tout le monde soit soumis à la norme constitutionnelle, mais aujourd'hui il y a l'avènement du juge constitutionnel. Et l'état de droit constitutionnel se veut la forme achevée de l'état de droit, qui responsabilise les juges constitutionnels qui deviennent aujourd'hui les régulateurs de la vie publique, les régulateurs de la vie institutionnelle. C'est à ce sens que tu as vu hier, quand il y a eu un problème au niveau des remplacements des gouverneurs de province, la Cour a planté un arrêt pour qu'on nomme les commissaires spéciaux. C'est le pouvoir de régulation au Bénin, en droit comparé donc. C'est une question très avancée. C'est tout à l'honneur de Jean-Louis Sambo comme juge constitutionnel qui a planté ce décor. Ok? Et donc aujourd'hui, nous devons accorder une attention particulière à la question de la Cour constitutionnelle. Mais le professeur Mbata lui-même m'a enseigné une chose. Qu'il y a une théorie, dite la théorie de l'interprétation constitutionnelle ou légale. Pour interpréter une disposition, vous ne pouvez pas, comme les pasteurs des rues que vous critiquez ici, qui prennent un verset pour dire non, et Jésus pleura. Maman est la Granamatanga pour à la fin demander l'argent. En droit, la théorie de l'interprétation constitutionnelle est acte aux juristes des écoles zones. C'est des théories qui sont très élevées que les communs des montagnes ne comprennent pas. Et tout juriste n'est pas constitutionnaliste. Même toi, quand tu arrives en troisième, il faut choisir d'aller en droit public. Si un jour tu veux qu'on puisse discuter, ça c'est pour blaguer. Maintenant, quand vous voulez comprendre ce qui s'est passé à la Cour constitutionnelle, d'abord la première position, pour les cas qui concernent Dieudonné Kalouba, vous avez dit mon mentor, j'en suis fier. J'en suis fier parce que
aussi bien du côté éthique, du côté moral, que de la fourchette intellectuelle. Personne de sérieux dans ce pays ne peut contester Evariste Bochab. Plutôt, Dieudonné Kalouba. Si vous prenez Evariste Bochab, Jacques Dioli, Paul Gapango Nakoy, André Mbata, Jean-Louis Sambo, Jean-Marie Mboko, et tout le monde, Léon Odimola, Omeonga et tous les autres, personne ne peut contester la facture intellectuelle de Dieudonné Kalouba. Et donc, du point de vue de ce qu'il est par rapport au profil, c'est incontesté. Maintenant, si vous prenez, vous mélangez l'article 158 de la Constitution, l'article 40 du règlement d'intérêt de la loi organique de la Cour constitutionnelle, l'article 9, vous allez voir que les juges ne pouvaient pas aller outre. Il y a eu un précédent fâcheux parce que la loi dit, aussitôt que la Cour est installée, dans les 30 jours, on doit faire un tirage au sort pour connaître les 3 qui quittent dans les 3 ans, les 3 qui doivent quitter dans les 6 mois et les 3 qui vont faire les 9 ans. Et partant de ces précédents fâchés, la Cour n'a fait, parce qu'on a dépassé les 6 mois, conformément à l'article 40, d'intérim, parce que depuis que le juge Luamba est parti, il a été remplacé par Dieudonné Kalouba, on a dépassé les 6 mois, et donc, il était de bon droit que les juges puissent organiser une élection entre eux, pour dégager le président. Avant les tirages au sort. Non, mais attends, le tirage au sort n'est pas intervenu. Vous connaissez, pour la petite histoire, dans quel contexte Jean-Louis Sambo est parti. Dans quel contexte mon grand frère et papa que j'aime beaucoup, Banya Koulouap est parti. Vous savez, pas que moi, il y a eu même, tu sais, le professeur Mbata disait lui-même, tu sais, tout juriste n'est pas constitutionnaliste. On est dans un pays, on n'a pas demandé aux chimistes et aux maçons de ne pas commenter la Constitution. Mais quand on parle de la Constitution, ou de son esprit, quand John lui plante un argument, toi tu as fait la pharmacie, tu dois savoir te taire. Et ce sera la beauté du droit, ce n'est pas qu'on demande au Congrès de ne pas commenter. La Constitution est un bien commun. Mais quand on est dans une situation où jusqu'à Kilomba et Oboulou n'ont pas été, ont voulu rester comme un juge. Mais il y a une jurisprudence. Le président du Conseil d'État, mon oncle, le professeur Vundoual, a été mis dans une même situation d'incompatibilité et il a choisi d'aller au Conseil d'État. Donc, de ce point de vue... Il a choisi, on ne lui a pas imposé. C'est ça la différence entre Kilomba et la Cour constitutionnelle... On ne l'a pas imposé à Vundoual. Écoute-moi maintenant. Mais ici, c'est une position... Sinon, il y a la violation de la loi. Écoute, la Cour ne connaît pas. La Cour constitutionnelle est une cour politique. Ok? Les animateurs doivent avoir, pas dans le sens de contrôler la Cour, mais les chefs de l'État qui sont les garants de la nation, et le magistrat suprême, doivent avoir des sortes de passerelles de confiance entre les juges. Et donc, si le chef de l'État vous consulte, vous donnez votre avis en privé, et qu'au moment où il faut faire le choix, vous commencez à faire des lettres, nous nous posons la question sur les lettres qui ont été émises par les juges Oboulou et Kilomba. Est-ce que c'est des recours administratifs? Est-ce que c'est un refus? Est-ce que c'est un choix? Parce qu'ils ont déjà fait des mesurages de leur toge. On a senti à un moment donné qu'il y a eu la main noire politique. Mais ce n'est pas ça le débat. Le débat, c'est de dire que quelqu'un nous donne l'esprit et la lettre d'une disposition légale qui a été violée au travers de l'élection du juge Kalouba à la Cour constitutionnelle. Jusqu'à la preuve du contraire, cette élection n'a violé aucun texte. L'article 158 renvoie au mode de désignation. L'article 40 parle de l'intérim, l'article 40 de la loi organique, et l'article 9 démontre les mécanismes de comment doivent s'organiser les élections. Et à partir du moment où il n'y a pas eu tirage au sort, au premier d'entre les 3 qui devaient partir, je ne vois pas la jurisprudence qu'on va opposer à la Cour. Il n'y a rien, il n'y a pas de grief s'il n'y a aucune base légale qui soit violée. Et quittant le côté juridique, le côté personne et profil, la personne de Dieudonné Kalouba est incontestée scientifiquement. Et d'ailleurs, c'est l'un des rares professeurs qui ont fait la thèse en droit
de la justice constitutionnelle. Revenons sur terre, Laurent Nyemba. Revenons pour parler politique où c'est un peu plus potable et c'est un peu plus... Je sais que ça t'aide beaucoup comme étudiant en droit. Comme étudiant en droit, des choses un peu plus comestibles. Comme étudiant en droit, tu devrais payer le Minerval. Tu as un problème avec mes études en droit ou quoi? Non, je suis fier d'ailleurs. Le chef des travaux. J'ai demandé à CSK de me faire la même chose. Et j'ai dit, si vous voulez qu'on vous respecte, il ne faut pas aller faire le droit à Sayo ici. Tous vos confrères qui font le droit à Sayo, après Sayo, c'est comme égal avant Sayo. Donc, il faut soit vous le faites au campus, si vous le faites à l'ULK, je vous tolère, comme votre cas. Pas à l'ISPEL. J'ai déjà répondu à la question. Vous voulez dire que l'ISPEL ne forme pas des bons juristes? Je n'ai pas d'université. Beaucoup de respect. J'ai dit beaucoup de respect pour les étudiants qui sortent à l'ISPEL. Laurent Nyemba. Écoute, entre nous, comme amis, hein, le jour où tu finis tes études en droit, et tu rencontres un confrère à la barre, au barreau, et où par malheur, tu rencontres quelqu'un qui fait le droit de justiciabilité des actes comme moi, je te cite Kaye Mantamba, Bossabe, Kalouba, Djoli, tu auras un complexe de dire que moi, on m'a enseigné par le chef de travaux, Maswani, ou non, l'assistant qui m'a donné le droit de ceci. Mais quand quelqu'un d'autre te parle de droit pénal général ou de pénal spécial, on dit Nyabirungu, tu auras un complexe. Ça ne sert à rien d'étudier dans les universités machin, ok, alors que vous avez la possibilité d'étudier au campus où les Minerval sont moins chers et les conditions et la valeur du diplôme sont différentes. C'est un conseil d'amis. Et tu verras que même toi, qui est enseigné par le professeur Prince, qui est l'héritier du professeur Bassoué, tu verras la différence entre ceux qui sont sur Sayo. Je ne cite pas les universités, je parle d'aucune université née à Sayo. On m'a déjà demandé d'aller enseigner là-bas, je leur ai dit d'ailleurs comme chef de travaux, je n'ai pas qualité de porter une chair. Tu sais, il faut de l'honnêteté. C'est pas encore des $1000 que tu vas devoir détruire les enfants d'autrui. Je suis chef de travaux, je suis sous la direction et l'encadrement d'un professeur. Ailleurs, on m'appelle maître de conférence. Il faut respecter. Ça, c'est un génocide intellectuel que de venir raconter aux enfants d'autrui des choses qui n'existent pas en droit. Et ça s'est fait sur Sayo là? Je te dis, les universités de Sayo. Ah bon? Oui. Ok. J'espère qu'après demain, tu passeras calmement chez Sayo et les étudiants vont te laisser passer. J'ai fait 5 ans sans passer par là. Revenons pour parler, c'est ce que je disais, disons des choses un peu plus comestibles pour les gens qui nous regardent. Laurent Nyemba, il se pose également une question politique ici, la question de la stabilité de nos provinces. Avec cette valse des départs, des destitutions des gouverneurs, c'est vrai que juridiquement on peut comprendre que les assemblées provinciales. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui qu'il faille que nous prenions une décision politique pour essayer un peu de remettre de l'ordre? Je prends le cas des Zoé Kabila, retenu ici à Kinshasa. On peut l'aimer ou ne pas l'aimer, mais là, les droits de la défense ont quand même été violés en refusant que monsieur vienne apporter ses moyens de défense. Bon, tu peux bien vouloir ne pas accepter ta qualité de nouveau juriste, mais on le sent dans la manière de poser les questions. Quand tu évoques déjà la question des droits de défense, c'est déjà quelque chose de fondamental. D'abord, il y a une approche politique et une approche juridique. L'approche juridique est celle-ci. La loi, si vous regardez l'esprit et la lettre de l'article 19 de la Constitution congolaise, du 18 février 2006, tel que révisé par la loi de 20 janvier 2011, il est consacré les droits de la défense. Et à la barre, c'est un moyen imparable. Vous ne pouvez pas condamner quelqu'un s'il n'a pas été entendu. Et d'une approche jurisprudentielle, j'ai eu la chance un jour de comparaître aux côtés de mon mentor, comme vous l'avez dit, Maître Denis Kalouba, dans l'affaire l'Assemblée provinciale contre le gouverneur de Bandundu, Hicham Dambou. Et je me rappelle en son temps que l'unique exception que le professeur Kalouba a opposée aux autres, on était face au professeur Moukadiboni d'heureuse mémoire, le professeur Kabasele, le bâtonnier, plutôt le maître Mouchigo et les autres d'heureuse mémoire aussi. Le professeur Kalouba n'a pas plaidé plus de 5 minutes. Il a posé la question. Est-ce que le règlement de l'intérieur de l'Assemblée provinciale était publié au journal officiel? Là, on a répondu non. Il a dit alors les actes que pose cette Assemblée provinciale ne sont pas opposables aux autres. Vous vous rappelez de la jurisprudence de l'affaire Maki Moukebaï? Ok? C'est exactement le droit de la défense qui a été violé. Ce qui s'est fait dans le dossier, dans le cas de Zoé Kabila, est une passerelle. En fait, on donne des béquilles à Zoé Kabila de revenir. Il n'y a aucun juge congolais qui va devoir être saisi de la question de Zoé Kabila qui ne va pas y accorder droit. Il est quand même aberrant
que quelqu'un soit retenu à Kinshasa pour des raisons politiques, ok, et qu'au même moment, que l'Assemblée provinciale lui adresse une question et que l'Assemblée provinciale passe au vote sans l'avoir entendu. J'ai la nette conviction que les gens ne savent généralement pas comment cumuler les appétits politiques à la sagesse du droit. Nous sommes dans un état dit état de droit et qu'aujourd'hui les chefs d'État en a donné le contenu. Quel que soit le dessin qu'on veut dessiner, que tout le monde doit appartenir à l'Union pour la nation, Union sacrée pour la nation, il faut donner de l'appétit aux spaghettis. Il faut donner un contenu à ce qu'on est en train de faire. Parce que l'état de droit n'est pas un chèque à blanc qu'on donne à 2-3 personnes. Et j'ai la conviction, aujourd'hui je le dis, je n'ai jamais voulu le dire, j'ai la conviction qu'il y a beaucoup de bavures qui sont exécutées dans ces pays sans que les fils de l'homme ne soient au courant. Sans que Tshisekedi, le président de la République, ne soit au courant. Mais il laisse faire, non? Non, non. Il n'y a pas un président omniprésent. Il n'y a pas un président omnipotent. Il ne sanctionne pas après. Non, mais il faut maintenant... Qui a été sanctionné il faut après. sanctionner. Moi, je l'avais dit en son temps qu'il y a un groupe de gens qui se réclament d'être de la coupe ou bien de l'environnement du président, selon les informations qu'on avait des magistrats, qui étaient en fait en train de se proposer en facilitateur. Donc, même une affaire qui est devant le cours des tribunaux, on peut t'appeler dans un bureau à limiter à la première rue pour te dire non, et qu'on ne peut pas trouver un arrangement à l'amiable. J'ai été au même moment heureux de savoir que le président a dit qu'il ne veut plus jamais entendre que quelqu'un parle du fait de ses rapports avec le magistrat pour solliciter une faveur d'une décision judiciaire. C'est dans ce cas, justement, le cas de Zoé. Et donc, en droit, l'article 19 de la Constitution a été fondamentalement violé, et je peux vous jurer que si Zoé Kabila saisit le juge congolais, il va devoir obtenir gain de cause. Maintenant, du côté politique. Moi, je ne veux pas que l'Union sacrée soit une blanchisserie. Ok? Que l'Union sacrée se dessine désormais en une sorte de... Comment on va l'appeler? En une sorte de charcuterie politique où tous les enfants viennent de l'école pour devoir se servir et n'importe quel enfant qui va aller en face est appelé les damnés de la terre. En toute honnêteté, vous avez dit ici qu'on a défendu tel, on a défendu tel. Quand hier nous parlions de... Quand on a arrêté mon grand frère et mon parent Franck Diongo, quand j'ai démontré comment on l'a arrêté en violation de la loi, j'étais en train de défendre l'FCC. Quand on a arrêté mon grand frère Vano Kiboko, quand on a arrêté l'honorable Jean-Claude Mouyambo, quand on a arrêté Peter Tchani par Birno Chibala, quand on a arrêté Carbone et Beni, nous avons dénoncé. Mais aujourd'hui, nous ne voulons pas que les mêmes armes, le peuple nous regarde, que ces armes se retournent contre nous. Dites-moi, je revenais à la question politique, de tous les gouverneurs qui sont dans notre pays, lesquels des gouverneurs sont en train de travailler et dont le travail est palpable et visible. Je voulais toujours donner l'exemple de Kabila. Moi, je viens de Lubumbashi. Je suis du parti de Moïse Katumbi. Les gens pouvaient dire, mais il est de Katumbi, pourquoi il soutient Kabila? Je l'ai dit. J'ai vu un homme, encore une fois, mon cher ami, Kabila, de lui-même, sans policier, en train de surveiller les caniveaux. Mais tu vois ce que Zoé est en train de faire au Tanganyika. Zoé va un jour emporter la chaussée pour sa grand-mère. C'est pour les Congolais. Mouyage vient d'Afrique du Sud. J'ai vu des vidéos où Madame Fifi Masuka est en train de dire « Ni Tété Mouyage, je serai morte ». Aujourd'hui, on va opposer Fifi Masuka à Mouyage. Mouyage est revenu d'Afrique du Sud. Il est bloqué dans un hôtel à Kinshasa. Mais Fifi Masuka ne fait rien que tout ce qu'elle fait. Même quand elle prend une tasse de café, elle doit absolument montrer qu'elle travaille, qu'elle a relancé ceci. Mais la vision du Lualaba, c'est Mouyage. Il y a un média qui émet du Lualaba qui va à Paris. Il y a la chaussée, il y a des hôtels qui sont aujourd'hui au Lualaba comme les grands hôtels. À un moment donné, Perrault, les intérêts des individus ne peuvent pas sous-tendre la volonté de donner le bien-être au peuple congolais. Si quelqu'un sait faire bien son travail, ça fait longtemps qu'on a parlé du français. Très bien. Tu connais
quelque part, il y a une banque, on donne aux gens l'argent pour avoir été un grand orateur. Sinon, mon grand frère Olivier Kamitatou serait peut-être millionnaire. Non, à un moment donné, on va mettre les Français de côté et laisser les gens travailler. Donner à manger. Donc, ça c'est pour le fait que Zoé ne sait pas parler français. Non, non. J'ai vu des commentaires, je réponds aux commentaires des gens qui ont fabriqué les choses pour nous. Il ne sait pas parler. Je suis d'accord. Même moi, à un moment donné... Il ne défend pas son programme devant l'Assemblée provinciale. Très bien. Même moi, je l'avais dit parce que j'ai suivi son discours. Il parle dans une langue qui s'apparente au français. Même ton fils de 3 ans ne dit pas ça. J'ai dit ceci. Ça, c'est des choses que les gens racontent autour de lui. J'ai suivi son discours, ok, quand il présentait son programme, j'en étais déçu. J'en étais déçu. Mais qu'est-ce qui compte? C'est le discours qu'il fait quand il est devant le député ou c'est l'action? C'est celui qui prend l'argent. Combien de gens volent l'argent dans ce pays? S'il y a les rares provinces où tu peux trouver, mais va au Sankourou. Toi, tu es en Among. Va au Sankourou. Ça fait 2 ans qu'on a une assemblée provinciale qui ne peut pas s'entendre au gouverneur. Et vous écoutez dans les réseaux sociaux les audios d'un gouverneur qui s'est transformé en un chef coutumier. Et les véritables vidéos qui viennent de Sankourou, c'est uniquement quand on les chante, il est arrivé dans tel village. En fait, il est en itinérance, il vit en France, mais il est en itinérance au Sankourou. Et c'est la province de Lumumba. Et le monde entier nous regarde, dit non, ils ont 2 vies primatures, mais nous sommes incapables de trouver au Sankourou un bâtiment. Si tu vas au Sankourou, je viens de Kananga, une parenthèse. Je viens de Kananga, j'allais à Lubumbashi, l'avion est tombé en panne, l'avion de Congo Airways. On nous a amené dans un hôtel, on nous a dit il y a 3 hôtels. Hôtel de 12 maisons, Ebenezer et Monde Arabe. Je peux te jurer, les gens qui ont voyagé avec moi sont là. On est rentré dans un hôtel à Ebenezer. Je salue quand même la clémence du patron de l'hôtel qui a accepté parce que les groupes électrogènes s'allumaient de 18h à 22h. J'ai dû payer de ma poche l'argent pour qu'on achète le carburant, mettre dans les groupes pour qu'on aille jusqu'à 5h. Même s'ils ont coupé à 3h, ils ont quand même été gentils. C'est-à-dire que dans la chambre à coucher, vous pouvez voir des cancrelans en train de tourner. Mais les discours qu'on fait à Kinshasa, si on en trouve les 2-3 qui font le travail, pourquoi ne pas les encourager? L'union sacrée n'est pas une sorte de tour de Babel. On peut sensibiliser les gens dans une vision sans nécessairement les prendre. Et donc, j'estime que le cas de Zoé, c'est un peu comme le cas de Babanissa. Il faut à un moment donné qu'on mette le garde, et c'est ça le travail du chef de l'État. Au lieu de demander à la CENI d'organiser les élections pour qu'on ait les gouverneurs union sacrée qui vont aussi commencer à faire des rapports à des individus, il faut à un moment donné qu'on arrête ces gesticulations. Elles n'avancent pas notre bien-être commun parce que le développement part de la route et on voit des gens qui posent des actes qui peuvent aller de l'avant. Laurent Onyema, je voulais que l'on termine cette émission, mais j'ai quand même vu qu'il y a énormément de bruit depuis un temps. Vous parlez de voyager. Pour voyager, il faut passer par les aéroports. Nos infrastructures aéroportuaires sont gérées par la RVA. Là, il se pose un problème parce que vous parlez du FCC, vous parlez de l'Union sacrée, justement. Vous avez un directeur général, M. William Pamou, qui lui est tshisekédiste de l'UDPS. La RVA a un sérieux problème. Monsieur veut apporter son concours, son soutien pour réhabiliter les routes, plutôt les aéroports, payer, apurer les arriérés. Mais la guerre FCC s'amène là-bas. Aujourd'hui, moi j'ai été contacté par les syndicalistes qui accusent notamment monsieur le PCA Liota de bloquer les actions de monsieur les DG. Là, c'est justement la question de la guerre que vous refusez entre le FCC et le cash. On les amène même au niveau des entreprises publiques. Bon, je vous remercie énormément parce que je connais à peu près la question. On en a parlé sur le couloir et j'ai fait 2-3 coups de fil pour savoir ce qui se passe à la RVA. La première des choses, c'est que la question de la RVA est une question politique. De mes informations, en son temps, Bilengue est DG de la RVA. Il a des soucis. Son dossier est parlé au Conseil des ministres. Nous avons été étonnés de voir que quand on a nommé les premières 10 entreprises, on en a nommé 8, on a laissé les autres, Bilengue a été reconduit. Quand Bilengue est reconduit, il a un côté, aux côtés de sa gestion, les PCA. C'est-à-dire les conseils d'administration. Bilengue tombe dans la question de la justice. C'est une bonne guerre.
nous avons toujours dit, moi, j'ai fait le tour du monde. C'est chaque fois que je bouge que je paye l'argent de GoPass. Pendant des années, l'unique valeur qu'on nous a démontré, c'est cette histoire de pavillon présidentiel. Et vous connaissez les montants remplis entre 30 millions et 40 millions. Est-ce que les Congolais ont besoin de construire un pavillon présidentiel pour un individu en ce moment-là, ou ses invités, à 40 millions, et de savoir qu'à Mombele, il n'y a pas de route? De savoir qu'à Katakokom, à Loubefou, quand tu dis à un enfant, les macadam, il pense que c'est du ciment. De savoir que à Ndemba, à Dibelenge, à Kabea Kamanga, on ne peut pas voir une lumière, les enfants viennent le soir pour étudier. On dit tout ça c'est bon, Bilengue, l'histoire a été tournée, il est là où il est, il fait face à la justice. Et le débat naît au conseil d'administration sur comment on fait. Est-ce que les DGA les remplacent? Les fameux, pardon, mais qu'est-ce que j'ai dit? Pas fameux, monsieur Pamou, oui. Mais le droit au WADA, parce que dans ces pays, nous avons adhéré à l'espace au WADA. Le droit au WADA ne veut pas que les directeurs généraux adjoints remplacent le DG. Les deux animateurs de l'entreprise, c'est le DGA, le DG et le PC et le PCA. La question est donc sur la table. Mais de la volonté du PCA à dire, nous ne pouvons pas, si nous continuons à dire que le DGA fait l'intérim du DG, nous violons de loi. L'entreprise a déjà suffisamment de problèmes. Nous ne pouvons pas accepter à un moment donné que demain, si quelqu'un nous astreint en justice, du fait de l'incompétence du PCA, pas de l'incompétence de gestion, mais que la loi, de qualité, de l'absence de défaut de qualité, que nous soyons en face de jugements où nous allons toujours perdre. On propose une réflexion en droit et on dit toutes les décisions que tu dois prendre doivent passer par le conseil d'administration pour te conférer la qualité, ok, de conseil de direction géré par le FCC Lyon. Non, moi, je ne vais pas parler des individus. Je parle du PCA. Ok. Je dis ceci. La réunion, et ça a été discuté avec le ministre du portefeuille, le conseil d'administration et le directeur général a des intérims qui devait voir ses compétences. Et c'est du droit classique. À chaque moment qu'on te confie des responsabilités comme intérimaire, il y a toujours un champ d'application de ces responsabilités. Les libertés sont encadrées. Les compétences sont encadrées. C'est du droit classique. Ok. À la réunion où on confie au DGA ses responsabilités, les DGA attaquent frontalement les présidents du conseil d'administration. Monsieur Pamou. Qui tu es, monsieur FCC, pour circonscrire mes pouvoirs? C'est toujours le FCC. Moi, je suis de Fachi. Je vais te montrer, on va te chasser avant la mise en place de l'entreprise. Ça, c'est le DGA qui parle à son PCA. Ça, c'est le DGA qui parle à son PCA. On dit, mais qu'est-ce qu'on a fait? On est en train de voir une question qui concerne l'intérêt supérieur de l'État et de l'entreprise. Ça s'est terminé très mal. Il a pris la porte, il a claqué la porte du PCA. Les DGA. Les DGA. Et le PCA a décidé de ne pas signer la décision qu'il est nommé comme ad intérim du DG. Il y a eu des interventions politiques, on l'a confirmé. Quand on la confirme, la guerre commence. Qui fait la guerre à qui? Non, mais attends. Première chose, il commence par faire arrêter plus de 10 agents de la RVA sans aucune preuve tangible. Les DGA. Les DGA. William Pamou, c'est ça son nom. Il fait arrêter plus de 10 agents. Aujourd'hui, vous êtes informé qu'il y a plus de 3 directeurs qui sont partis en prison, présentés au parquet comme les affiliés du dossier de Bilengue, alors qu'en réalité, ils ont été accusés pour avoir détourné 30 millions. Il y a ces directeurs qui ont fait 45 ans ou 35 ans de service à la RVA, qui sont des locataires. Je veux bien que quelqu'un qui a fait 30 ans comme directeur à la RVA, qui est locataire, mais qui dans sa banque a 30 millions de dollars. C'est de la méchanceté. Mais à quel moment le dossier est mis à la place publique? Le dossier est mis à la place publique quand il écrit au PCA pour dire que nous devons... Qui écrit? Le DGA. Le DGA. Ok.
qui écrit au conseil d'administration pour dire qu'il veut emprunter 10 millions d'une banque, Equity, je crois Equity BCDC, pour payer les fonctionnaires, réparer ou bien réparer la piste de Mbujimaï, apurer les arriérés, salaires, libérer les retraités. Mais le conseil d'administration nous fait observer. D'abord, il écrit à la veille d'une réunion qui doit se tenir à l'aéroport. Parce qu'uniquement, le conseil d'administration de la FVA n'a aucun local, aucun bureau où on peut recevoir des gens, les administrateurs, en vue de discuter du fonctionnement de l'entreprise. Ils n'ont qu'à l'aéroport comme l'unique place pour faire ces réunions. Parce qu'en réalité, une salle en ville leur coûte 10 000 $. Il a proposé 10 000 $, et 10 millions de dollars, et le PCA lui dit, ou le conseil d'administration lui dit, mais quand tu veux prendre 10 millions de dollars, et tu indiques la banque, BCDC Equity, mais nous avons une banque partenaire qui est la Robank, qui nous doit ou à qui nous devons plusieurs millions de dollars. Nous pouvons organiser effectivement une réunion avec eux pour qu'on puisse ouvrir la ligne de crédit en vue de nous permettre de prendre cet argent. Parce que les banquiers communiquent entre eux. Ça ne va pas fonctionner. Et puis quand tu prends 10 millions, les actifs, les passifs de l'entreprise sont supérieurs à 45 millions. Qu'est-ce que 10 millions vont faire? Non, moi j'apprends qu'au départ c'était 10 millions, mais en réalité c'est 45 millions. Non, parce que je dis, à la veille justement de la réunion du conseil d'administration, parce qu'il fallait tabler sur la question, il a écrit au conseil d'administration une lettre pour joindre une autre décision, une demande de 45 millions. C'est plus de 10 millions, c'est 45 millions. En notant, en passant que, à chaque moment que le président du conseil d'administration était à l'étranger, il mettait la pression sur les doyens du conseil d'administration qui faisaient un terme du PCA pour obtenir justement la signature de cette décision-là. Les caricaturants du FCC. Regardez comment l'État fonctionne au sommet. Et cela n'a pas fonctionné. Quand ils arrivent au conseil d'administration, on présente le dossier, on dit, mais comment vous avez demandé ici, monsieur le DGA, 10 millions, vous passez les 10 millions à 45 millions, sans appel d'offres, sans soubassement, comment vous voulez obtenir de l'argent sans nous dire l'affectation? Il s'élève en réunion du conseil d'administration. Mais moi j'ai vu les affectations, 28 millions pour la piste de l'aéroport de Bipema Mbujimaï. Non, non. 15 millions. Mais c'est cela la question. Mais c'est cela la question. Il tire sur une corde sensible. Le commandant va comprendre quoi? Que bienvenue l'IOTA est contre le chef de l'État. Parce qu'on a vu Mbujimaï, il bloque. C'est ce qu'on a vu dans les histoires de tout ce qu'on voit dans les états-majors politiques et auprès des parlementaires debout. Il y a eu même une déclaration de l'UDPS Mbujimaï qui a demandé que l'IOTA parte, pas qu'il bloque Pamou quant à l'aéroport de Bokwe. On sent que c'est trop sale. Et j'ai la garantie que tous ces gens qui font ces choses de Pérou-Louawa ne les font pas sous la coupe de Félix Tshisekedi. Tshisekedi n'a pas demandé à Pamou de s'installer à la RVA sous la coupe de l'UDPS ou du Kasaï contre l'IOTA. Qu'est-ce que le FCC vient faire dans le fonctionnement de l'entreprise? Mais finalement, le conseil d'administration n'a pas donné suite à ça. Le conseil d'administration n'a pas pu siéger parce qu'il y a eu un problème en interne. Quand l'IOTA a dit, mais tu demandes 45 millions, nous t'avons demandé, nous t'avons enjoint de contacter la banque traditionnelle pour discuter comment nous pouvons élargir la ligne de crédit en vue d'avoir cet argent. Mais Kamer est en prison, on l'a dit ici, pour des débats comme ça. Au nom appel d'offres, au nom les gré à gré. On lui a posé la question, où est le dossier qui attribue à une entreprise X du fait d'un appel d'offres, ok, la réflexion de l'aéroport d'Ndolo? Où est le dossier qui exige qu'on puisse réparer l'aéroport de Mbujimaï? Mais l'aéroport, en passant, ça c'est moi qui le dis, de Kisangani, qui est en fait au service de la nation, parce que tous les avions que nous gagnons en termes de taxes aériennes passent par là. Les taxes de survol. Est à 2 ans de survol, 2 ans d'arrêt de travaux. Pourquoi il n'a pas mis ça? Mais l'aéroport de Goma, qui est à la frontière, qui nous aide aussi énormément, qui a des problèmes, pourquoi Pamou n'a pas mis ça? C'est pour te dire que, à un moment donné, il y a une honte. Et si aujourd'hui, il faut que l'IOTA sorte pour dire, écoutez, j'adhère à l'Union sacrée,
Cette déclaration-là change quoi du point de vue de la politique active? Mais plus grave encore, il a obtenu, alors que le chef d'État lui-même a interdit qu'on puisse engager les gens dans les entreprises et faire des mouvements, il a pu obtenir, sans notifier au conseil d'administration, l'autorisation de nommer, d'engager et de déplacer les gens à la RVA, plus de 200 agents. Le conseil d'administration a été informé qu'au niveau du portefeuille, heureusement que l'IOTA qui pilote justement le conseil d'administration en bon juriste a pu écrire au ministre du portefeuille et au niveau du directeur général, DG actuel de chef de l'État, et on a rapporté la décision qui nomme les agents à la RVA. Et vous savez que dans l'opinion et dans les réseaux sociaux, on a dit non, l'IOTA a donné 200 000 ou 100 000 $ au directeur Nyembo pour qu'on puisse rapporter la décision. Voilà donc dans quel contexte. C'est-à-dire quoi, que si je dois comprendre, que nous avons affaire à un homme, monsieur William Pamou, qui confond la gestion d'une entreprise de l'État au militantisme. Et c'est un militant de l'UDPS qui est là-bas ou c'est un directeur intérimaire? Non, mais ça veut dire qu'il faut dépolitiser l'administration publique. Plus grave, tu sais qu'aujourd'hui, toute entreprise n'a que 2 manches. Les animateurs, avec le personnel, et les syndicats qui représentent les fonctionnaires. Il a institué à la DGA, à la RVA, les syndicalistes dits warriors. Tu peux t'imaginer, les bureaux d'âge. Donc, pour lui, annuler l'ordonnance signée par le chef de l'État, aujourd'hui, c'est faire signer des pétitions, et on sait que ces pétitions sont signées sur base de l'argent qu'on donne à X. Parce que j'ai appris que les agents signent une pétition contre leur PCA. Ils estiment que c'est le PCA qui bloque. Non mais attends, comment vous voulez que les agents ne signent pas? Quand on dit aux agents, je voulais prendre l'argent à la banque pour vous payer vos 6 mois d'arriérés, mais l'IOTA n'a fait que 8 mois comme PCA. Ce que Pam ne dit pas aux agents, c'est que l'IOTA a des arriérés de salaire comme PCA. Pourquoi il ne parle pas de ça? Pourquoi il ne parle pas de ça? On ne va pas gérer ce pays dans la politique politicienne. Et le chef de l'État n'est pas une blanchisserie. Le chef de l'État a des services les plus intelligents possibles pour savoir qui fait quoi. Donc vous ne pouvez pas partir de l'aéroport de Mboujima ou de sa réflexion pour brandir le fait que l'IOTA bloque la RVA. C'est de mauvaise foi que M. Pamou est en train de le faire. Et je suis rassuré que ceux qui font ça ne connaissent pas Félix Tshisekedi. Moi, de mes informations au regard de ceux qui les côtoient, Félix Tshisekedi n'est pas... Qui pouvait imaginer un jour que Félix Tshisekedi pouvait permettre qu'on puisse auditer la gestion de Covid, des fonds qu'on a envoyés au ministère de la Santé? Et tenir de l'UDPS. Je peux te dire combien de ministres n'ont plus parlé au président quand le président a appris qu'ils sont dans des malversations. Et donc, si Pamou estime à un moment donné que les faits de se réclamer UDPS, ou les faits de brandir l'accord de sensible de l'aéroport de Kipemba pour diluer l'action du chef d'État au niveau de la RVA, qui est une entreprise, je voulais dire, capitale du point de vue de l'impulsion de la politique du président, il va devoir demain retrouver le regard du président qui ne pourra plus jamais croiser. Et donc, ça c'est uniquement les informations que j'ai pu avoir au niveau de la RVA. Merci beaucoup Laurent Nyemba. Voilà qui vient d'ailleurs terminer cette émission. 1 heure à combien? 15-10 minutes depuis qu'on a commencé. C'est toujours un grand regard. J'ai même pas vu le temps passer. Là, mon réalisateur est en train de me tirer les oreilles. Monsieur le chef de travaux, merci beaucoup. De temps en temps en coulisses, l'étudiant viendra pour dire, monsieur le chef de travaux, mais j'ai craint qu'après que tu reviennes ici sur le plateau pour dire, bon, mon étudiant. Non, ça c'est... Non. Je ne peux le dire que sous le serment amical, mais rassurez-vous... Non, mais je sais que ça c'était pour t'embêter un peu. Vous êtes une plume extraordinaire. C'est pour t'embêter. Oui. Quand vous venez en droit, vous allez voir que les Pérou-Louawa de chemin de la vérité, de qu'entre nous soit dit, va être beaucoup plus documenté. Et donc, rassure-toi, c'est un serment d'amis, que j'ai une bibliothèque, j'ai toutes les publications de tous les professeurs de droit. Donc, la licence en droit n'a qu'à peu près 10 leçons. Ok? Droit civil des personnes, IGED, droit pénal, droit spécial, OCJ, droit international, contentieux constitutionnel, contentieux administratif, méthode de sciences politiques. C'est une ossature comme ça. Procédure pénale, procédure civile. Vous allez voir que ce n'est pas difficile. Et je sais que vous allez faire ça
rapidement pour nous rejoindre dans la critique. Merci, monsieur le chef des travaux. Madame, Donc, merci beaucoup pour le travail que vous faites et je vous remercie énormément. À chaque moment que vous avez besoin de moi, je serai toujours là, cher ami. Merci beaucoup, Laurent Nimba. Madame, monsieur, cette émission est terminée. Ça a été un grand plaisir pour moi de vous les présenter. Restez branchés sur nos programmes. Dites également merci à l'équipe technique qui m'a permis d'entrer en contact avec vous. Je vous retrouve demain pour un autre numéro. Portez-vous bien et restez branchés sur nos programmes. Bonsoir chez vous. Je vous recommande la boutique La Londoloise. C'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de mon pao Mokonzi. epai ozali reste pas indifférent na bampasi ya baninga na mosika e kanisa fungola motema fungola loboko ndeko salisa Yabiso Ndeko, Mbote, Tozali Fondation Georgette et Amour. En sigle, Fondation GH. L'amour du prochain, notre objectif. Bolingo ya baninga, nde objectif na biso. Kosalisa, by Baumeli na Bokono, P by Bazangi Makoki ya Komisalisa, nde objectif na biso. Na ba hôpitaux, batu baza na besoin na biso. S'il vous plaît, tosungana. tozosilisa bambongo na biso na babar komela masanga shisha ba whisky na ba boîte de nuit alors que bandeko na biso bazangi 10 000 francs ya pamba pour na kosomba bakisi. S'il vous plaît, rejoignez-nous pour qu'ensemble, allions prêter main forte aux malades.